Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle séquence de vidéo sur la plateforme Matexam, où il sera question pour nous d'aborder un tout nouveau domaine, ou du moins une toute nouvelle partie de mathématiques, qui sera, ou du moins ce qui portera sur l'étude, l'étude du corps réel R. Ici, on étudiera le corps réel R, du moins sur les parties de ce corps. Nous ne serons pas trop dans l'accent topologique, mais nous ferons l'effort, n'est-ce pas, de toucher au maximum possible les éléments dont qui ont souvent pour coutume de vous déranger. Donc, ce cours, je tiens à préciser, c'est un cours qui porte justement sur la maîtrise des outils liés à l'étude des sous-ensembles de R, niveau L1. L1, naturellement, pour ceux qui font mathématiques à l'université ou alors ceux qui sont dans les écoles d'ingénierie. Sans toutefois tarder, lançons-nous donc directement dans le vif du sujet. On définira naturellement A non vide, première condition, et A un sous-ensemble de R. Dans cette optique, vu que A est un sous-ensemble de R, étant donné que tous les éléments de A seront des éléments de R, et R est un ensemble totalement ordonné, ça veut dire que parmi ces éléments, on peut les comparer. On sait que R est totalement ordonné. Totalement ordonné, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à R, on peut munir R d'une loi, ou du moins d'une relation d'ordre. Ça veut dire, on peut munir R d'une relation d'ordre inférieure ou égale, qui est une relation d'ordre. Premièrement, elle doit déjà être totale. Et par la suite, c'est, quel que soit X, Y que je veux prendre à R, je peux mettre X en relation avec Y. Ça veut dire que je peux comparer quel que soit X et Y. Ça veut dire que cette relation est totale. Bon, maintenant, pour qu'elle soit une relation d'ordre, la relation doit être transitive, antisymétrique et réflexive. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail parce que ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo qui touchera naturellement les relations. On fera une vidéo sur les relations pour que vous puissiez, n'est-ce pas, entrer en résonance avec les notions d'algèbre générale. Ok. R, A est un sous-ensemble de R, ça veut dire que A également est totalement ordonné par la relation d'ordre inférieur ou égal. Ça veut dire qu'on peut comparer tous les éléments de A. Étant donné donc qu'on peut comparer ces éléments, naturellement, on peut se poser la question de savoir, est-ce qu'il existe donc un plus grand élément dans l'ensemble A? C'est la première des choses. On dit donc que si A admet un maximum, entre parenthèses, respectivement, un minimum, alors le réel qu'on va appeler petit a comme étant marque de A est tel que A appartient à l'ensemble et quel que soit X que je vais prendre dans A, X sera toujours plus petit que le max. Pour que vous puissiez comprendre ça, vous avez fréquenté, vous avez sans doute traversé la classe de première, de terminale. Supposons donc que vous êtes en terminale et que dans cette salle de classe, il y a quelqu'un qui est le major. On l'appelle le marque de la salle parce que premièrement, c'est un élève de la salle de classe et deuxièmement, il est plus fort que tout le monde. Donc, si j'appartiens à l'ensemble, premièrement, et deuxièmement, je suis plus grand que tout le monde, c'est dans ça par la relation d'ordre inférieur ou égal, alors je peux me permettre de dire que je suis le maximum. Respectivement, B égale au mi de A, c'est seulement si B appartient à A et quel que soit X que je vais prendre en A, on aura quoi? B plus petit que X.
B appartient à l'ensemble et B est plus petit que X. C'est la même chose. En terminale, il y avait toujours un dernier de la classe. Parce que l'évaluation a pour rôle de comparer. C'est une relation d'ordre. Donc, à la fin, il y avait toujours un élève de la salle de classe qui avait la dernière note, que ce soit en mathématiques, que ce soit en français, que ce soit en philosophie. Il avait la dernière note. Donc, du coup, on dira donc que ce B, ou alors cet élève, est le minimum de la salle de classe. Maintenant, donc, vu que nous sommes dans un ensemble totalement coordonné, on peut se dire, attends, vu que je suis un ensemble, un sous-ensemble de R, est-ce qu'il n'existe pas des éléments de R plus grands que tous mes éléments? On peut se poser cette question naïvement. Est-ce qu'il n'existe pas des éléments dans R qui sont plus grands que tous les éléments de A? Ou est-ce qu'il n'existe pas des éléments de R qui sont plus petits que tous les éléments de A? Et lorsqu'on essaye de construire cela, on appelle ces ensembles-là, ces éléments, les majorants et les minorants. Bon, maintenant, dans la notion de majorant-minorant, on dira que grand M est un majorant de A si et seulement si grand M appartient à l'ensemble des majorants de A. Notez maj de A. Donc, je suis un majorant de l'ensemble si j'appartiens à l'ensemble des majorants de cet ensemble. Et si j'appartiens donc à l'ensemble des majorants de cet ensemble, ça veut dire quoi intuitivement? On dira donc que M appartient à maj de A si et seulement si, quel que soit X que je vais prendre dans A, X sera toujours plus petit que grand M. Toujours et toujours. Il n'y aura pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté. Quel que soit X que je vais prendre dans A, X sera toujours plus petit que cet élément. Et respectivement, on dira que petit m est minorant de A si et seulement si petit m appartient à min de A. Attention, on a parlé tout à l'heure de max et min. Le min qui renvoie au minimum de l'ensemble, c'est M minuscule. Et le min qui renvoie à l'ensemble des minorants, c'est M majuscule. C'est pourquoi on vous a toujours appris que dans la notation ensembliste, on peut définir un ensemble comme on veut, mais l'idéal serait, par convention, que la première lettre de l'appellation de cet ensemble soit au moins en lettre majuscule. Donc, du coup, je peux dire que min de A avec M majuscule renvoie à l'ensemble des minorants. Mais avec M minuscule, ça renvoie à un réel qui est une valeur. Okay. Maintenant, donc, on a ça. Maintenant qu'on a ça, on dira donc que petit m appartient à min de A si seulement si, quel que soit x appartenant à A, petit m sera plus petit que x. Maintenant qu'on connaît donc la notion de majorant, de minorant, de max, de min, on peut se poser la question, mais attends, nous sommes dans R. Si je suis un majorant, ça veut dire qu'à ma valeur, si j'ajoute une valeur positive, je suis encore un majorant. Là, c'est clair. Maintenant, est-ce qu'il n'existe pas de plus petit élément dans l'ensemble des majorants, ou alors est-ce qu'il n'existe pas de plus grand élément dans l'ensemble des minorants? C'est la question qu'on se pose intuitivement. Et on se dit, ben tiens, si c'est le cas, on peut lui donner un nom. Et évidemment, on va lui donner un nom. On va lui donner un nom parce que ça nous arrange. D'accord? On dira donc que si maj de A est différent de l'ensemble vide, alors automatiquement le min de maj de A existe. Si maj de A est non vide, ça veut dire que maj de A admet des majorants, alors automatiquement le minimum ou alors le plus petit de l'ensemble des majorants de A existe.
Et ce plus petit élément, on va lui donner un nom. Il va s'appeler le sub de A. Il va s'appeler le sub de A. Donc, on voit donc que le sub de A est le plus petit des majorants. Intuitivement, donc, que représente le sub de A? Il est appelé borne supérieure de A. On a dit c'est le plus petit des majorants. Pour caractériser ça, pas pour caractériser réellement, pour définir ça, on dira donc que alpha égale le sub de A, c'est seulement si alpha appartient à marge de A, parce qu'on a dit c'est le min de marge de A. Donc, il doit d'abord appartenir à marge de A, et deuxièmement, quel que soit Y que je vais prendre la marge de A, alpha sera plus petit que Y, parce que c'est le plus petit de l'ensemble marge. Donc, c'est le plus petit d'un ensemble. Et étant donné qu'il est le plus petit d'un ensemble, il doit appartenir à cet ensemble et il doit être plus petit que tous les éléments de cet ensemble. Idem hein, pour la borne inférieure. Si min de A est différent de l'ensemble de vide, alors le max de min de A existe. Et comme il existe, on va l'appeler f de A. D'accord? Et bêta égale à f de A. C'est seulement si bêta appartient à min de A et quel que soit Y appartenant à min de A, Y sera plus petit que bêta parce qu'il est le max, c'est le plus grand d'un ensemble. Donc, le plus grand de cet ensemble doit d'abord appartenir à l'ensemble premièrement et deuxièmement, il doit être plus grand que tous les éléments de cet ensemble. Ça, c'est tout pour cette petite séquence. La prochaine vidéo, je vais donner la caractérisation de la borne inférieure et borne supérieure. Je vais faire l'effort justement de démontrer la caractérisation partant de la définition et on fera quelques exercices. Je vous remercie.